Prenez n'importe quelle pile et regardez-la un instant. Vous y verrez deux symboles que vous connaissez depuis l'enfance, le plus et le moins. Nous les voyons si souvent que nous ne nous demandons même plus ce qu'ils signifient réellement. Bonjour à toutes et à tous. Mais qui en a décidé ainsi ? Qui a décrété que l'électron était négatif ? Après tout, aucun signe de ce genre n'est gravé sur les électrons. Et même si c'était le cas, nous ne pourrions pas le voir. Quand vous regardez un fil sous tension, il ne brille pas en affichant un symbole moins. Mais surtout, que signifie réellement ce plus et ce moins ? Qu'est-ce qu'une charge électrique au juste ? Bienvenue sur Père Duchâne. Découvrons-le ensemble. Une erreur vieille de 270 ans. L'histoire est extrêmement simple. Au milieu du XVIIIe siècle, un homme a choisi ses signes un peu comme s'il avait tiré cela à pile ou face. Et il s'est trompé. Beaucoup de gens connaissent cet homme. Vous avez probablement vu son visage bien plus souvent que celui de votre propre grand-père sur de vieilles photos. Il s'agit de Benjamin Franklin, l'homme représenté sur les billets américains de 100 $. Dans les années 1750, il étudiait la manière dont les objets électrisés s'attiraient et se repoussaient. À l'époque, personne ne connaissait encore l'existence des électrons. Ceux-ci ne seraient découverts qu'environ 150 ans plus tard. Franklin supposait simplement qu'une sorte de fluide électrique invisible passait d'un objet à un autre. Il appela positive la charge correspondant à un excès de ce fluide, et il qualifia de négative la charge correspondant à un manque. Il ne s'agissait que d'une hypothèse purement conceptuelle, d'une convention choisie par commodité. Il avait une chance sur deux d'attribuer correctement les polarités, et il a choisi la mauvaise option. Car lorsque les électrons furent découverts plus d'un siècle plus tard, et que l'on comprit que c'était eux qui se déplaçaient réellement dans les conducteurs, il apparut que Franklin avait inversé les signes. Selon ses définitions, les particules qui transportent réellement le courant dans un métal se retrouveraient donc dotées d'une charge négative. De plus, le sens conventionnel du courant, toujours représenté dans les manuels par une flèche allant du plus vers le moins, est exactement opposé au véritable déplacement des électrons. Partout dans le monde, les élèves apprennent que le courant circule du plus vers le moins. Mais en réalité, les électrons rampent dans la direction opposée. Seulement, à ce stade, il était déjà trop tard pour changer les appellations. Les équations avaient été écrites, les instruments gradués et les manuels imprimés. Pour être honnête, cela ne valait de toute façon pas vraiment la peine de tout renommer. Car les particules négatives que sont les électrons ne transportent seuls le courant que dans les métaux. Dans les plasmas ou à l'intérieur des piles, les ions positifs se déplacent eux aussi dans tous les sens. Autrement dit, il n'a jamais existé de convention universellement correcte. Franklin n'a fait que choisir au hasard parmi plusieurs possibilités, dont aucune n'était parfaite. Il ne servait donc à rien de tout modifier aujourd'hui. Cela ne changerait absolument rien aux lois de la physique et ne ferait que compliquer la notation des schémas électriques. Et voilà la première petite fissure qui apparaît dans notre certitude inébranlable de tout comprendre à l'électricité. Enfin, de presque tout comprendre. En réalité, la polarité d'une charge n'a aucune signification fondamentale en elle-même. Ce n'est qu'une étiquette apposée par un homme qui ignorait jusqu'à l'existence des électrons. Si quelqu'un inversait tous les signes dans les équations, rien de particulier ne se produirait. La Terre ne se retournerait pas et les particules des grands accélérateurs ne se mettraient pas soudain à tourner dans la direction opposée. Il faudrait tout au plus corriger quelques symboles sur les schémas. Examinons maintenant une fissure beaucoup plus importante. Enfin, beaucoup plus importante est encore loin du compte. C'est la différence entre une fissure dans le trottoir devant chez vous et le Grand Canyon. Qu'est-ce donc que la charge elle-même ? Il ne s'agit plus ici de parler du plus ou du moins, mais de cette propriété qui fait que certaines particules s'attirent, tandis que d'autres se repoussent violemment. Nous la mesurons, nous la calculons et nous l'intégrons à nos équations. Mais que mesurons-nous réellement ? Préparez-vous, car cette fois nous sommes face à un véritable Grand Canyon. La masse est une chose, pas la charge. Descendons donc dans notre Grand Canyon afin de découvrir la véritable nature de la charge. Sur la paroi de la falaise, nous apercevons immédiatement une page d'un manuel scolaire de physique. On peut y lire « La charge est une propriété fondamentale des particules ».
Cela paraît plutôt impressionnant. Mais derrière ces grands mots, il n'y a absolument rien. C'est comme l'envers d'une affiche publicitaire de Noël de Coca-Cola. Il n'y a ni camion étincelant, ni Père Noël. Bref, il y a une image, mais aucun contenu. Continuons à descendre. Que mesurons-nous avec un électromètre? La charge elle-même? Non. Nous mesurons l'intensité de l'interaction entre cette charge et le champ électromagnétique. Vous vous dites peut-être, en raisonnant ainsi, rien ne peut être jamais mesuré directement. Une balance ne mesure pas la masse elle-même, mais l'intensité de son interaction avec la Terre. Un thermomètre ne mesure pas non plus directement la température, mais la dilatation du mercure. En physique, nous mesurons toujours les choses indirectement à travers les effets qu'elles produisent. Alors, la charge serait-elle vraiment différente? En réalité, oui. La charge est véritablement différente de la masse, qui se manifeste sous plusieurs formes. Lorsque vous courez à toute vitesse et percutez accidentellement un mur, c'est votre masse inertielle qui vous fait mal. Plus elle est importante, plus la bosse sur votre front le sera également. En revanche, lorsque vos fesses s'enfoncent dans un matelas ou que vous n'arrivez pas à soulever une lourde valise, c'est cette fois la masse gravitationnelle qui est responsable. Aucune loi n'impose a priori que ces deux masses soient identiques. On pourrait parfaitement imaginer un univers où un objet serait très difficile à accélérer tout en étant à peine attiré par la gravité. Dans notre univers, il se trouve simplement que ces deux masses différentes coïncident. C'est une loi de la nature. Et cette loi est si profonde qu'Einstein en a fait le fondement de sa théorie de la gravitation. La masse apparaît dans toutes sortes de phénomènes sans lien apparent, mais qu'on observe de face ou de côté, elle présente toujours le même visage. La masse semble donc véritablement correspondre à quelque chose de fondamental. Revenons maintenant à la charge. Nous constatons alors qu'elle ne se manifeste qu'à travers un seul phénomène. Toutes les voies qui permettent de l'observer ne sont, sans exception, que la même chose, habillées de costumes différents. Les charges opposées s'attirent, les charges identiques se repoussent. Leur trajectoire se courbe dans un champ magnétique. Elles circulent sous forme de courant dans les conducteurs et s'accumulent dans les condensateurs. Cela donne l'impression qu'il s'agit d'une multitude de phénomènes différents, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est qu'une seule interaction électromagnétique qui change de tenue. Il n'existe aucun embranchement comparable à celui qui sépare l'inertie et la gravitation pour la masse, et nous ne pouvons observer la charge à travers aucun phénomène qui ne se ramène pas à l'électromagnétisme. Posez-vous la question, comment la charge pourrait-elle se manifester autrement que par l'interaction électromagnétique? Et là, nous nous heurtons à un mur. Ce n'est même pas que la science n'a pas encore réussi à aller jusque-là. C'est la question elle-même qui n'a aucun sens. Car par définition, la charge est précisément la mesure de l'intensité avec laquelle une particule participe à l'interaction électromagnétique. Demander quelle serait la valeur d'une charge si l'on supprimait l'électromagnétisme reviendrait à demander quelle forme possède une voie. Même si l'on supprimait la gravité, un objet conserverait son inertie et la notion de masse pourrait encore tenir debout sur son autre jambe. Mais si l'on retire l'interaction électromagnétique à la charge, elle perd jusqu'à sa définition et il ne reste plus rien. C'est comme si, après avoir arraché la fiche, on ne découvrait derrière elle qu'un mur de pierre froid et uniforme. Il est donc extrêmement difficile de considérer la charge électrique comme une chose indépendante, séparée de l'interaction électromagnétique. Mais si la charge n'est pas une chose, d'où les particules la tiennent-elles? Qui la place à l'intérieur des particules? Jetons de frustration les lambeaux de la fiche et descendons encore plus profondément dans le Grand Canyon. Le silence du Sphinx. Oh, nous avons enfin atteint le fond. Et quelque chose y est inscrit. Modèle standard. Cette fois, la charge est prise au piège. Puisqu'il s'agit de la théorie la plus accomplie de l'histoire de l'humanité, capable de prédire le comportement des particules avec une précision stupéfiante, allant jusqu'à 12 chiffres après la virgule, cette insolente petite charge ne devrait pas lui poser le moindre problème. Nous nous attendions à assister à un véritable massacre. Mais quelle déception! Devant nous ne se trouvait pas un juge prêt à prononcer un verdict implacable, mais, pour une raison mystérieuse, un sphinx. Il se contente de nous observer d'un regard intelligent, sans rien dire. Le modèle standard ne cherche pas réellement à expliquer d'où provient la quantité appelée charge. Il se contente de l'inscrire. À la main. Expliquons ce que cela signifie. Les mathématiques de cette théorie sont ingénieuses et imposent des relations très précises entre les charges des différentes particules.
La charge de l'électron doit être exactement égale, en valeur absolue, à 3 fois celle du quark down. Dans le cas contraire, les équations éclateraient sous le poids des contradictions mathématiques. Les physiciens appellent cela l'annulation des anomalies. Mais la théorie ne peut pas prédire l'intensité fondamentale déterminant la force avec laquelle une charge attire une autre charge. Cette constante doit être obtenue expérimentalement, puis la valeur mesurée en laboratoire est soigneusement introduite dans les équations comme donnée de départ. Pourquoi l'intensité de l'interaction électromagnétique possède-t-elle sa valeur actuelle plutôt qu'une valeur 2 fois supérieure? La théorie se contente de hausser les épaules et de répondre « parce que c'est ainsi ». Comme le disent souvent les physiciens, tais-toi et calcule. Même notre théorie la plus puissante de la matière traite la charge non comme une énigme à résoudre, mais comme un simple fait donné qu'il suffit d'inscrire dans un tableau. Autrement dit, nous avons nous-mêmes choisi le plus et le moins, et, même si la valeur fondamentale de la charge a été obtenue par des mesures, c'est encore nous qui l'inscrivons à la main. Où que nous regardions, nous trouvons un être humain tenant un crayon, et non une loi de la nature surgissant des profondeurs de l'abîme. Évidemment, nous sommes déçus. Après tant d'efforts pour atteindre le fond représenté par le modèle standard, nous n'y avons rien trouvé. Mais attendez, quel était ce bruit? Quelqu'un frappe. Le son semble provenir d'encore plus bas. Cela signifie que notre descente est loin d'être terminée. La beauté donne naissance à la charge. Suivons ce bruit et aventurons-nous encore plus profondément. Et ce que nous découvrons alors, c'est la beauté à l'état pur, la symétrie. En physique, une symétrie désigne une situation dans laquelle on peut modifier quelque chose sans changer le résultat. Si vous faites tourner un flocon de neige de 60 degrés, il semble exactement identique à ce qu'il était avant la rotation. Mais dans les fondations même de la physique, la symétrie n'est pas une simple décoration. Elle est la machine-outil qui façonne toute chose. Il existe une règle absolue. Chaque fois qu'une symétrie existe dans la nature, une certaine grandeur physique se cache nécessairement à proximité. Autrement dit, si une théorie reste inchangée après une certaine transformation, il existe une grandeur conservée qui lui correspond. Les deux sont indissociablement liés. Comme une ombre suivant une personne, elles apparaissent toujours ensemble. Prenons un exemple. Les lois de la physique sont les mêmes aujourd'hui, hier et dans 1 million d'années. Le temps est uniforme. Le décalé ne change absolument rien. C'est une symétrie. Et la grandeur liée à cette symétrie est la conservation de l'énergie. L'énergie ne se conserve pas par magie, mais parce que les équations n'accordent aucun statut privilégié à un instant particulier. Maintenant, soyez bien attentifs. L'électromagnétisme possède lui aussi sa propre symétrie. Mais il ne s'agit ni de faire tourner un flocon de neige, ni de contempler son reflet dans un miroir. C'est une forme différente de symétrie, semblable à un réglage mathématique interne au champ que l'on peut modifier sans altérer en quoi que ce soit les lois physiques. Et il existe une seule grandeur conservée qui forme précisément une paire avec cette symétrie. Vous avez deviné, c'est la charge électrique. Nous n'avons donc pas besoin d'imaginer la charge comme une sorte de supplément que quelqu'un aurait glissé à l'intérieur de l'électron. La charge est une propriété décrivant la manière dont les champs et les particules participent à l'interaction électromagnétique, et sa conservation est liée à la symétrie des équations. Un peu plus tôt, nous cherchions à savoir si la charge possédait, comme la masse, un contenu indépendant, une sorte de second visage. Il semble que la physique ait effectivement découvert cette seconde voie. Seulement, cette voie ne nous conduit pas vers une charge plus concrète ou plus réelle. Bien au contraire. La charge y perd encore davantage de substance et se transforme en mathématiques pures. Nous avons creusé profondément à la recherche d'une nouvelle chose, mais ce que nous avons découvert était une symétrie. Toutefois, si la charge est la conséquence d'une symétrie, une nouvelle question se pose. De quelle symétrie s'agit-il exactement? Si elle ne se trouve pas à l'intérieur de la particule elle-même, où cette symétrie existe-t-elle? Et nous comprenons alors que l'endroit que nous prenions pour le fond n'était en réalité pas le fond. C'était un marécage dans lequel nous nous enfoncions lentement. Car la charge commence à nous apparaître non comme une propriété des particules, mais comme une propriété de l'espace lui-même. Un pli dans le tissu du vide. Essayons maintenant d'expliquer cela. Une ride gravée dans l'espace. Nous avons tendance à considérer le vide comme un espace où il n'y a rien.
Nous pensons qu'il suffit d'en retirer l'air et toutes les particules pour qu'il ne reste absolument plus rien. Mais la physique a découvert depuis longtemps qu'un véritable néant n'existe pas. Ce que nous appelons le vide est en réalité un milieu comparable à un tissu dans lequel quelque chose frémit et bouillonne continuellement, même très faiblement. Imaginons que ce tissu soit un trampoline parfaitement tendu. Imaginez que vous appuyez sur un point précis du trampoline afin d'y créer un creux, autrement dit un pli. Le trampoline lui-même demeure une seule surface continue. Mais à cet endroit, quelque chose a changé. Une courbure est apparue, une tension s'est créée et les zones environnantes se sont elles aussi légèrement déformées. Selon certaines théories, la charge serait précisément un pli de ce genre apparu sur ce trampoline du vide. Mais il ne s'agit pas du même trampoline que celui où la masse s'enfonce pour former un creux. Le trampoline de la masse est l'espace-temps réel, et ces déformations nous sont clairement observables. La lumière se courbe à proximité du Soleil, tandis que le temps s'écoule plus lentement dans les régions où la gravité est intense. La charge, en revanche, crée ses plis sur un trampoline entièrement différent. Celui-ci existe dans un espace mathématique interne, au sein d'un monde qu'aucune règle graduée ne permet de mesurer. La masse déforme le sol sur lequel nous marchons. La charge déforme un espace que personne n'a jamais vu. Ainsi, ce que nous avons toujours appelé charge pourrait n'être que la mesure de l'intensité avec laquelle ce pli se tord. Autrement dit, la forme même que prend l'espace à cet endroit. Bien entendu, tout cela reste hypothétique. Néanmoins, la direction dans laquelle la physique progresse lentement depuis des décennies apparaît clairement. Nous sommes passés de « la charge est une sorte de chose » à « la charge est une forme de géométrie ». À la place de l'image familière d'une minuscule particule chargée, apparaissent des champs, des symétries, des structures géométriques et des objets mathématiques. Voilà donc ce qui nous sert de fond, même si celui-ci paraît terriblement peu solide. Bien entendu, cela ne signifie pas que la charge disparaît. Elle reste au contraire l'une des propriétés les plus importantes de la nature. Seulement, il devient de plus en plus difficile de l'expliquer à l'aide d'images issues de notre quotidien. Une propriété de la symétrie, une ride dans un espace que personne n'a jamais vu. C'est d'une clarté remarquable, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, la charge est aussi l'une des réalités les plus proches de nous. Elle se trouve dans nos smartphones, nos téléviseurs et nos ampoules. Mais nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'elle est réellement. Malgré cela, sans connaître sa véritable nature, nous avons construit les ordinateurs, les satellites, Internet et l'ensemble de notre civilisation moderne. Peut-être n'avons-nous donc pas vraiment besoin de comprendre jusqu'au bout ce qu'elle est. Après tout, l'essentiel n'est-il pas simplement que cela fonctionne? Pour le reste, nous trouverons bien une solution, lorsque nous atteindrons le véritable fond. À condition, bien sûr, qu'un fond existe réellement. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci de l'avoir regardée. À très bientôt. Au revoir.